Donc, dans cette vidéo-ci, je vais parler un petit peu de la Grèce antique et de l'utilisation du tirage au sort, pas exactement en Grèce, mais plutôt dans la cité d'Athènes. Hein. C'est en Grèce, mais pas partout en Grèce. Et donc, la cité d'Athènes, qui était une ville avec les petites communautés autour, hein, entre autres les différents villages et tout ça qu'il peut y avoir dans la région, formait un corps politique, hein, on appelle ça une cité-État. Donc, c'est un petit État basé autour d'une ville. Et à ce moment-là, hein, chez les Grecs, on a la naissance, si on peut dire, de l'idée de démocratie. Hein. Donc, le mot démocratie nous vient du grec qui veut dire le pouvoir du peuple. Et c'est là que cette idée-là naît d'une certaine manière et qui est devenue pour nous un référent important dans notre pensée politique, dans nos idéaux politiques plutôt. Bon, je l'ai mentionné brièvement, hein, mais quand même il est important d'y revenir ici. Dans la cité antique d'Athènes, l'élection était considéré comme un mécanisme aristocratique, donc élitiste, et on voulait à tout prix, quand c'est possible, éviter d'utiliser un mécanisme comme celui-là parce que ce n'était pas un mécanisme démocratique, et plutôt avoir, si c'est possible, la démocratie directe. Donc, il y avait une assemblée générale des citoyens, ou une grande assemblée qu'on appelait l'Ecclésia, hein, où tous les citoyens étaient représentés, et c'est là que les grandes décisions se prenaient. Hein, et donc, c'est là que c'est ça le corps politique, la cité d'Athènes antique. Et quand c'est pas possible, à tout le monde ensemble de décider d'une question, hein, et notamment pour préparer l'ordre du jour, donc les propositions qui vont être faites à cette grande assemblée-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on a mis en place une autre assemblée qui, elle, s'appelait la boulée, hein, et qui était constituée par tirage au sort et qui préparait l'ordre du jour pour l'assemblée de tous les Athéniens, hein, de tous les citoyens d'Athènes plutôt. À l'époque, c'est une critique qu'on fait fréquemment par rapport à Athènes, c'est un peu une redondance, là, mais tout le monde n'était pas citoyen. Hein. Les femmes n'avaient pas la citoyenneté, les esclaves ne l'avaient pas non plus, les étrangers ne l'avaient pas, puis de mémoire, il y avait peut-être un autre groupe qui ne l'avait pas non plus. Mais essentiellement, hein, qui était citoyen à ce moment-là était limité. Donc, d'une certaine manière, c'était l'ensemble mais c'était quand même pas, on peut pas dire que c'était l'élite exactement, hein, mais c'était, disons, l'ensemble des chefs de famille masculins. Hein, pour le dire de manière assez simple, l'ensemble des hommes, hein, essentiellement, qui étaient nés à Athènes puis qui avaient la citoyenneté athénienne. Mais ceci pour dire que, malgré que sur ce point-là, ils sont moins démocratiques que nous, d'une certaine manière. Hein. Nous, on a développé l'idée d'une citoyenneté qui inclut presque tout le monde, hein, mais qui exclut encore certaines personnes, là, mais qui inclut quand même beaucoup de gens. Malgré le fait donc que sur cette question-là, ils étaient moins démocratiques, dans les mécanismes qu'ils utilisaient, en revanche, ils l'étaient beaucoup davantage. Hein. Et donc, les Athéniens ne voulaient pas utiliser le mécanisme électoral parce qu'ils savaient qu'une élection, c'était un principe, c'était un mécanisme élitiste et aristocratique et qui, dans une démocratie, n'a pas lieu d'être. Hein. Sauf qu'ils devaient néanmoins faire l'utilisation de l'élection pour certaines choses où c'était absolument nécessaire de sélectionner des gens qui avaient des compétences spécifiques. Par exemple, hein, si vous voulez sélectionner des généraux ou des personnes qui géraient les finances pour certaines choses plus importantes, ils procédaient par tirage, pas par tirage au sort, mais par élection pour s'assurer que les généraux en question connaissent suffisamment bien la guerre pour pouvoir mener les troupes athéniennes au combat, hein, etc. Mais donc, on faisait une utilisation très restreinte de l'élection, sur la base de l'idée, encore une fois, que ce n'était clairement pas, hein, un mécanisme démocratique. Et le seul mécanisme qui était considéré démocratique à l'époque, et je suis d'accord avec cet exposé avec l'argument ou la logique que les Athéniens avaient, hein, le seul mécanisme qui est un mécanisme démocratique, c'est le tirage au sort. Et donc, les Athéniens, hein, avaient deux grandes... il y avait premièrement l'Ecclésia, donc l'Assemblée de tous les citoyens, hein, puis toutes les autres
tous les autres corps politiques qui gravitaient autour de celle-là, puis il y en a une en particulier dont on va parler ici, mais tous les autres, il y avait des cours, par exemple, des tribunaux qui étaient où il y avait un ensemble de citoyens. Hein. Ces institutions-là étaient tirées au sort, hein, parmi les citoyens pour s'assurer qu'on ait une représentation juste essentiellement des gens et qu'il n'y ait pas de politicaillage dans on veut être là, puis on veut être élu là, puis on veut faire ci, puis on veut faire ça, hein, pour que ce soit tous les citoyens qui soient représentés de manière juste. Et donc, la principale assemblée tirée au sort qui existait dans la cité d'Athènes s'appelait la Boulée. Hein? Et la Boulée, c'était une assemblée de beaucoup de citoyens. De mémoire, il y avait peut-être 500 personnes à peu près dans la Boulée. Mais c'était une assemblée plus petite que l'assemblée de tous les citoyens. Hein? Et à ces gens-là, on leur donnait comme mandat de préparer l'ordre du jour de l'Assemblée générale des citoyens, hein, ce qu'ils appelaient l'Ecclésia. Et donc, cette assemblée plus restreinte de 500 personnes avait un autre mécanisme à l'intérieur où on alternait entre, de mémoire, il y avait quelque chose comme un nombre égal de personnes par tribu athénienne qui étaient là, et puis donc, à chaque mandat ou à mois ou année, là, on faisait la rotation entre ces différentes tribus-là qui organisaient les débats, qui proposaient ça à l'assemblée de 500 personnes et qui ensuite, ça c'était les idées, c'était les propositions qui étaient faites devant l'assemblée de l'Ecclésia. Hein. Donc, pour que l'assemblée générale soit fonctionnelle, hein, on s'assurait que ça le soit en tirant des gens au sort qui organisent les discussions. Et la raison pour laquelle bon, il y a deux choses à retenir d'Athènes antique. Hein. La première, comme je l'ai dit, c'est que pour eux, hein, il est absolument clair que le tirage au sort, c'est un mécanisme démocratique, que l'élection n'est pas un mécanisme démocratique, mais plutôt aristocratique, duquel on doit faire un usage très modéré lorsque c'est absolument nécessaire. Hein. C'était ça la philosophie des Athéniens. Le deuxième élément qui est important, c'est que dans cet exemple-là, entre la Boulée et l'Ecclésia, puis donc entre le corps qui fait l'agenda, hein, l'ordre du jour, et puis l'Assemblée des citoyens qui décide, cette relation-là, hein, puis là, c'est un petit peu drôle à dire, mais en fait, puis j'espère que vous allez me croire quand je vais vous dire ça, mais c'est un petit peu une coïncidence que c'est la même chose que ce que moi je suis en train de vous proposer quand je parle d'une assemblée constitutionnelle. En ce sens que, à l'échelle d'une ville, hein, d'avoir la Boulée comme ça qui prépare l'ordre du jour, puis ensuite les citoyens qui adoptent les lois dans l'Assemblée générale, c'est exactement la même affaire que d'avoir une Assemblée constitutionnelle, ou du moins il y a un parallélisme fort entre avoir une Assemblée constitutionnelle qui débat et qui fait des propositions, qui soumet au référendum au peuple et que le peuple les adopte. Hein. La seule grande différence, c'est que là-bas, hein, le peuple pouvait délibérer en assemblée parce que c'était une ville et puis qu'on pouvait tout simplement aller à la ville si on habitait dans un village à côté ou y aller directement si on vivait directement à Athènes. Et que donc c'était possible d'adopter directement, hein, la loi ou les règles à ce moment-là, de cette manière-là, là-bas. Tandis que dans un système comme le nôtre, hein, il nous faut, du fait qu'on a des États qui sont très grands, on ne peut pas avoir 8 millions de personnes dans une salle. Hein. Puis donc, le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir un référendum. Hein. Et puis, autrement aussi, il faut mentionner qu'on ne peut pas avoir toutes les décisions qui sont portées en référendum. Ça va de soi qu'il faut donc se contenter d'une certaine manière des plus importantes. Mais il y a clairement un parallélisme entre cette idée-là et l'Assemblée citoyenne qui propose en référendum, hein, et le peuple qui décide dans le cadre référendaire si elle accepte ou non, ou si elle suit la proposition qui lui a été faite. En fait, pratiquement, c'est un petit peu comme la même chose à deux époques, puis dans deux types d'États différents, un plus petit, l'autre plus gros. Hein. Et donc, bon, ce que j'ai mentionné, hein, c'est que
dans le cadre de ma propre réflexion, hein, le véritable point d'ancrage de l'élément déclencheur, en fait, de ma réflexion sur l'Assemblée constitutionnelle, c'était l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique. Hein, j'étais plus jeune à l'époque et puis j'étais encore à l'université. Puis quand j'ai constaté ça, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse enfin avancer d'un point de vue constitutionnel puis ne pas être bloqué comme on l'est dans plusieurs États. Puis on devrait explorer ce filon-là. Hein. Cependant, le lien que je suis en train de faire avec la Grèce antique, bien que là, je vous le présente en introduction, est une coïncidence. En ce sens que je ne me suis pas inspiré de la Grèce antique, puis j'étais probablement moins familier à cette époque-là avec l'exemple de la Grèce antique, hein, pour en arriver à proposer ça dans une société moderne, mais il reste qu'il y a quand même un parallélisme ou un écho, hein, une ressemblance qui est fort intéressante et qui me permet de dire d'une certaine manière, hein, si on veut être poétique, que si on mettrait en place une assemblée constitutionnelle, on serait en train de ressusciter la boulée des Athéniens anciens. Hein. Ça leur ferait peut-être un petit peu choquant de savoir aussi que leur expérience politique a traversé les siècles, hein, les millénaires même, et que même aujourd'hui, on peut regarder une société comme celle-là et se dire que il y a encore quelque chose qu'on peut apprendre d'eux et qu'ils étaient d'une certaine manière beaucoup plus à l'avant-garde que ce qu'on l'est nous-mêmes aujourd'hui politiquement, d'un certain point de vue, bien sûr. Ceci pour dire que c'est... Bon, après la Grèce antique, ce qui est pas inintéressant, hein, c'est que oui, c'était une expérience intéressante, puis c'était une expérience unique et particulière, mais autour de cet État-là, hein, tu avais des gens qui disaient non, il faut une oligarchie, hein, il faut une aristocratie, ou il faut directement un roi, il faut une monarchie. Hein, c'est ça qui est efficace. Puis tout le monde autour avait ces idées-là, hein, et à un moment donné, Alexandre le Grand vient, puis un peu comme Napoléon après la Révolution française, tu sais, Alexandre le Grand vient, puis conquiert le monde, puis avant de conquérir la Perse, puis tout ça, hein, il avait aussi mis la main sur Athènes. Mais tout ça pour dire que cette expérience-là était limitée dans le temps. Et elle était aussi tellement d'avant-garde d'un certain point de vue par rapport aux sociétés environnantes qu'il y avait une pression constante pour aller vers d'autres choses, hein, qu'on considérait un petit peu ridicule aujourd'hui, dans le sens qu'eux étaient entourés de monarchies, puis donc il y avait une grande pression pour aller plus vers ça. Hein. Il y avait des régimes politiques différents dans les différentes cités d'Athènes, mais ce qui est clair, c'est que Athènes était l'exception à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé essentiellement, c'est que ça a donné lieu à une culture florissante qui nous a donné la philosophie, et c'est pas pour rien, hein, ça c'est important de le mentionner, mais toute la philosophie grecque, puis toute la pensée grecque, puis la littérature grecque qu'on retrouve aujourd'hui, puis qu'on se dit « Ah, c'est merveilleux, c'est fascinant », oui, hein, mais c'est pas né n'importe où, puis n'importe comment, puis n'importe pourquoi. Hein, c'est né parce que, excusez-moi pour le n'importe pourquoi, là, mais c'est pas une belle expression, mais c'est né dans une société où on avait une idée que c'est normal et sain de débattre, hein, puis que tout le monde est plus ou moins égal. Donc, tu avais une idée d'égalité, hein, parmi les citoyens, encore, il faut le mentionner, et tu avais une idée de délibération qui a fait en sorte que dans ce contexte-là, c'est là que Socrate apparaît. C'est pas à Rome ou sous un régime monarchique, là, où Socrate, en évoquant des questions comme ça, savait disons que Socrate a été mis à mort. Hein? Mais si Socrate avait vécu dans une monarchie, il aurait été mis à mort bien avant. Pour le dire de la manière suivante, là, hein, il aurait dérangé du monde bien avant, puis c'est bien avant qu'on l'aurait dit, Socrate, il faut que tu partes. Puis tout ça pour dire que cette idée-là, hein, de discussion, de délibération dans la sphère politique est intrinsèque et inséparable de la philosophie elle-même. C'est-à-dire que la philosophie, c'est ça d'un point de vue plus large, c'est se questionner sur la vie, puis sur les choses, sur la réalité, le monde dans lequel on est. T'sais. Et puis donc, on ne peut pas dissocier la philosophie du contexte politique dans lequel cette philosophie-là, elle naît. Hein? Et la circonstance dans laquelle elle naît, c'est un État réellement démocratique.
Et cet État réellement démocratique-là utilisait le tirage au sort et non pas l'élection. Et puis, voilà. Ce qu'il y a à rappeler après, c'est que pendant des millénaires, cet exemple-là est resté dans les livres. Éventuellement, les Arabes ont découvert les anciens textes grecs, puis là, se sont mis à traduire ça en arabe, puis via les Arabes, on les a éventuellement traduits dans les langues latines. Puis on a redécouvert ces choses-là. Il y a des gens comme Montesquieu qui savaient ça, mais cet exemple-là, c'est un peu perdu dans l'histoire de l'ensemble des monarchies qui ont suivi, et puis des autres régimes politiques. Éventuellement, on a commencé à avoir un système représentatif aux États-Unis, mais aussi un peu avant, il y avait des éléments de ça déjà en Europe. Et là, on a redécouvert l'idée de démocratie. On a trouvé que c'était utile d'appeler nos régimes politiques des démocraties, bien qu'aux yeux des Athéniens, ce ne seraient pas des démocraties. Et que quand ça s'est arrivé, éventuellement, on a, d'une manière plus large, redécouvert d'une certaine manière la valeur de cette expérience-là, puis on a commencé à se dire peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Et puis c'est là que des politicologues, entre autres, se sont dit peut-être qu'on pourrait utiliser ça dans nos régimes politiques modernes et régler certains problèmes en faisant ça, ou du moins faire certains constats intéressants en faisant ça. Parce qu'il y a des politicologues qui ont utilisé le tirage au sort, entre autres, juste pour faire ce qu'ils appellent des sondages délibératifs, puis donc pour consulter, pour avoir non pas l'opinion superficielle des gens, mais l'opinion approfondie ou plus éclairée des personnes. En ayant une délibération préalable sur la question, on s'est aperçu que leurs opinions changent, et puis donc on peut dire qu'après la délibération, il y a une opinion éclairée, tandis qu'au début, il y avait une opinion superficielle, pour l'exprimer de manière simple. Et donc, on aurait découvert cette idée-là, entre autres, basée sur cette expérience-là. Bon, il n'est pas inintéressant non plus de mentionner que cette expérience-là, ça a lieu dans un petit État. Ça n'a pas lieu dans un empire. C'est pas un empire qui a décidé de mettre en place le tirage au sort. Ça a lieu dans un petit État où on avait entre autres une idée particulière du pouvoir politique, et puis où on voulait aussi, on était, disons, libre, si on peut dire, libre d'expérimenter sur cette question-là. Je mentionne la question peut-être plus tard là, dans mes présentations. Je vais discuter des petits États dans la section 6. Mais si jamais je le fais, vous pouvez peut-être faire un écho avec ce que je viens de dire, avec la description d'Athènes que je fais ici. Et puis si jamais je saute cette partie-là dans la section 6, au moins se rappeler qu'il y a des grandes innovations comme ça qui se sont faites dans des États qui sont plus petits. Ceci pour dire donc, bon, il y a un ensemble. Après avoir parlé donc de ces 4 exemples-là, l'Assemblée en Australie, le groupe Constitution au Québec, l'Assemblée citoyenne en Colombie-Britannique, puis la Cité de Grèce antique, il y a un ensemble d'expériences dans la modernité qui se sont faites autour de ça. Puis là, je suis allé piger des éléments intéressants à l'intérieur de ça. Mais il y a beaucoup d'autres expériences locales. Il y en a qui se sont faites en Chine, il y en a une qui s'est faite à Athènes qui était très intéressante, qui s'est faite en Grèce, qui a donné un résultat fort enchantant d'un certain point de vue. Et donc, il y a un ensemble d'expériences comme ça qui ont fait en sorte qu'on s'est mis à jouer un peu avec cette idée-là, puis à l'expérimenter. Ça prend bien sûr des moyens pour faire ça, mais à tenter de voir comment ça pourrait être utile. Et donc, dans la foulée de ça, comme je l'expliquais, il y a des gens comme moi, mais je ne suis pas le seul au monde, il y a d'autres gens aussi qui en sont venus à la conclusion que non seulement c'est un outil intéressant, mais c'est un outil qui pourrait s'avérer essentiel et à mon humble avis, pas seulement mon humble ami, mais va devenir essentiel dans les réformes politiques de l'avenir. C'est-à-dire qu'à mon avis, le mode de sélection qui est la sélection aléatoire est la clé de la réforme de nos États politiques qui fonctionnent mal. Parce que cet outil-là est à la fois efficace et aussi hyper démocratique. Et la raison de son efficacité, c'est qu'en fait,
on peut, idéalement, dans une société, il faudrait que toutes les décisions se prennent tout le monde en même temps. Mais par le mode de par la sélection aléatoire, pardon, on a un système qui permet d'avoir un groupe restreint de personnes, mais qui sont représentatifs du reste, et puis donc qui peuvent légitimement prendre des décisions ou en arriver à des conclusions pour le reste, et aussi qui sont conformes à la volonté du reste de la population, ou du moins qui ne vont pas clairement contre leurs intérêts. Et l'élection a aussi cette caractéristique-là, dans le sens qu'on crée des petites assemblées, dans le sens qu'il y a quelques personnes par rapport à la population qui est représentée dans l'assemblée. Et donc, les deux mécanismes ont cette même caractéristique-là, mais là où le tirage au sort est éminemment plus démocratique que l'élection, c'est qu'il y a une représentation du peuple tel qu'il est, dans une assemblée citoyenne, au lieu d'avoir des élites qui se voudraient les représentants du peuple. Et donc c'est un mécanisme qui peut permettre d'avoir une meilleure démocratie au niveau d'une ville ou d'une petite communauté, comme Athènes, une petite ville, mais qui peut aussi être utile à tous les autres paliers, du fait que la sélection aléatoire est applicable du niveau local, au niveau régional, au niveau État fédéré provincial ou État du type américain, au niveau national, au niveau même continental et mondial, on pourrait imaginer des institutions qui fonctionneraient sur ce principe-là, du fait que la sélection aléatoire, peu importe l'amplitude de l'ensemble représenté, permet d'avoir un corps qui est essentiellement mathématiquement, si on peut dire, représentatif de ce corps-là. Bien sûr, il y a des conditions qui font en sorte que la qualité de cette représentation-là, si on peut dire, va être variable d'une certaine manière, dans le sens qu'il faut aussi, non seulement qu'il y ait des gens tirés au sort, mais qui aillent consulter, qui aillent, autrement dit, parler avec le reste de la population pour s'assurer de savoir ce que tout le monde pense d'une certaine manière, ou le plus de monde possible, mais aussi qu'ils aillent pas juste consulter la population at large, mais qu'ils puissent aussi digérer toutes les différentes propositions portées par différents acteurs devant eux. Donc, ceci pour dire que c'est un outil qui est très malléable et qui peut s'utiliser à tous ces niveaux-là. Et pour qu'il fonctionne bien, il faut non seulement qu'il y ait la sélection aléatoire, mais il faut aussi qu'il y ait un élément de démocratie participative qui s'intègre à ça. Puis on pourrait par ailleurs, peut-être que je me permette de faire ce commentaire-là, parce que justement s'approprier en ayant parlé d'Athènes, parce qu'à Athènes, on utilisait aussi la démocratie directe, qu'on appellerait aujourd'hui participative. Mais il n'est pas inapproprié de comparer le tirage au sort à la démocratie participative. La démocratie directe, c'est un terme qui est un petit peu ambivalent, là, parce que le référendum, c'est un mécanisme de démocratie directe, tout comme la participation volontaire dans un corps politique, comme ça s'est fait dans certaines villes en Amérique du Sud et ailleurs, ou à Athènes, est aussi un mécanisme de participation directe. Mais puis donc, le terme est un petit peu ambivalent. Mais là où je veux en venir, c'est que ce ne serait pas inintéressant de faire une comparaison entre la participation, la démocratie participative et le tirage au sort. Et l'essentiel de ce qu'il y a à dire là, c'est qu'en fait, le tirage au sort, en fait, permet de corriger pas les dérives ou les erreurs ou les imperfections qu'on pourrait dire plutôt de la démocratie participative. La démocratie participative, c'est l'idée que, par exemple, dans un quartier, dans une ville ou dans un village, qu'on ait une assemblée ouverte où tout le monde peut venir, puis qu'il y a certaines décisions qui se prennent là. Et avec une certaine organisation qui va avec ça, mais qu'essentiellement que ça soit ça l'idée. Et ce système-là est bien sûr intéressant, mais il y a un vice fondamental. Et ce vice-là, c'est que les personnes qui ont le loisir, la volonté, le temps et qui décident d'aller participer ne sont pas en tant que telles représentatives d'un point de vue
pas exactement mathématique, là, mais d'un point de vue politique, en guillemets, de la population. En ce sens que ça va être des gens impliqués qui veulent que ça change et qui ont un intérêt à la question qui est portée devant ces assemblées-là. Hein? Ce qui n'est pas un blâme. C'est bien intéressant et c'est important d'avoir des gens comme ça dans une société. Mais le problème, c'est que s'il y a un vote à l'intérieur d'un organe participatif comme ça, hein, c'est pas tout le monde qui est là, parce que tout le monde ne peut pas être là en même temps. Hein? Puis donc, c'est une démocratie d'impliqués. C'est une démocratie de personnes impliquées. Hein? Et puis donc, pour corriger ce problème-là, autrement dit, la représentativité de la démocratie participative qui est inexistante d'une certaine manière, hein, qui est basée seulement sur la volonté ou non de participer, puis la capacité en termes de temps, puis tout ça. Pour corriger ça, le tirage au sort fait en sorte qu'on peut combiner les deux. Hein? On peut avoir une assemblée tirée au sort et elle a comme mandat d'aller délibérer avec la population, on pourrait dire de nourrir le débat de la population et sur la base de ces délibérations-là, de retirer les points de consensus, de retirer les meilleures idées, de digérer tout ça, hein? Puis ensuite d'en débattre, puis de formuler des propositions qui prennent les meilleures idées ou qui prennent les points de consensus ou qui les mettent ensemble et qui ensuite proposent dans un second temps ces idées-là à la population. Hein. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les mécanismes que moi j'appelle citoyens ou utilisant le tirage, la sélection aléatoire, ont aussi une dimension de démocratie participative, mais la différence, c'est que la dimension sélection aléatoire nous donne un mécanisme légitime pour prendre une décision au nom de toute la population. Tandis que la démocratie participative ne peut pas en arriver à ça. Ou si elle arrive à ça, c'est un petit peu faussement, en ce sens que c'est se dire, s'ils ne sont pas là, c'est de leur faute. Mais ça prend beaucoup de temps pour pouvoir participer à certaines délibérations et donc on ne peut pas non plus s'attendre à ce que tout le monde veuille participer tout le temps à toutes les décisions ou que c'est nécessaire ou efficace que ça soit le cas. Et c'est là où on peut parler aussi d'une plus grande efficacité par rapport à la démocratie participative, entre autres, là, de la sélection aléatoire. Hein. Il y a d'autres questions liées à celles-là, entre la sélection aléatoire, la démocratie participative, puis l'élection, hein, dont on va discuter dans la partie 3, où je vais parler de l'Assemblée constitutionnelle elle-même, hein, la partie qui suit. Mais l'essentiel du propos, c'est que dans ces trois mécanismes-là, à mon avis, il faut combiner les trois. Hein. Mais la sélection aléatoire reste le plus légitime, le plus pratique, le plus efficace. Hein. Et si on y ajoute, si on en fait en même temps un processus de démocratie participative, là, on a un système pratiquement idéal où les gens qui veulent impliquer puis avancer des idées peuvent le faire, hein, mais qui n'ont pas le loisir de voter, que ça reste des citoyens représentatifs en étant tirés en sort qui décident qui prennent des décisions finales d'une certaine manière, outre s'il y a un référendum, puis que ce soit le peuple là, qui décide, mais qui prennent la décision de faire une proposition au peuple. Et donc, sur ce, hein, et puis c'est un petit peu l'idée aussi qu'il y avait justement à Athènes, si on peut dire. En fait, c'était pas l'idée de consulter tout le monde à Athènes, hein, parce que tout le monde était déjà là, c'était plutôt l'idée de confier le mandat à certaines personnes. Mais dans nos grandes démocraties, hein, il y aura nécessairement pour une assemblée tirée au sort comme celle-là, la nécessité, hein, sur les grandes questions sur lesquelles elle se pose, d'avoir un dialogue constant à l'intérieur de... C'est un petit peu comme si par ce biais-là, la population devenait l'Assemblée nationale. Hein, tout le monde qui veut parler peut parler à l'Assemblée nationale, hein, et c'est un peu comme si toute la population c'était l'Assemblée nationale, et puis et que c'est ces citoyens-là tirés au sort qui sont un peu les gérants de cette discussion-là, hein, ou disons les organisateurs de cette discussion-là, pour utiliser un autre terme, et que quand tout le monde est venu pour leur expliquer ou leur communiquer leur avis sur les questions sur lesquelles ils se posent, hein, dans le cadre d'une question constitutionnelle, hein, il y a un référendum qui suit où là, le peuple décide s'il est d'accord avec les conclusions, hein, de cet organe-là qui émane de ses propres rangs.
Ceci pour dire que, voilà, je pense que je vais clore sur cette idée-là la partie sur le pouvoir constitutionnel. Hein. Mais je suis bien conscient que cette partie-là sur les différents exemples de tirage au sort, c'est vraiment introductif de la partie sur l'Assemblée constitutionnelle elle-même, au point où je me posais la question si je les mets dans quelle section de mes présentations. Là. Et donc, dans la présentation qui va suivre, hein, on va rentrer là plus explicitement, du moins dans la section numéro 3 sur l'Assemblée constitutionnelle du Québec, et où je vais exposer cette idée-là avec toutes les prémices là, qui font partie de la partie 2 qui doivent être prises en compte avant d'une certaine manière là, pour préparer le terrain, pour expliquer pourquoi c'est nécessaire ou possible et préférable d'avoir une assemblée comme celle-là. Donc, voilà. On va peut-être faire un topo de tout ce qui était dit dans la section 2 avant de commencer la 3 pour les gens qui auraient sauté ma section 2. Là. Mais tous les propos qui ont été tenus ici là, servent un petit peu à expliquer et à justifier la nécessité d'une assemblée constitutionnelle.